Bonjour, aujourd'hui on va parler du Frobenius tel qu'il peut apparaître dans une discussion de jury. Voilà. D'abord, bien sûr, il faut bien reconnaître les bases. Le Frobenius, ça va être un morphisme du corps FQ, hein, un automorphisme du corps FQ, si Q est égal à P puissance n avec P premier, et on va dire que le Frobenius, c'est X donne X puissance P. Voilà. P est un nombre premier. Bon, pour rassurer ses arrières, il faut savoir bien pourquoi le Frobenius est un automorphisme de corps. Évidemment, il est compatible avec la multiplication, ça c'est clair, mais avec l'addition, c'est pas évident. Et c'est parce que P, le nombre premier, divise les nombres binomiaux, hein, c'est-à-dire factoriel P sur factoriel K, factoriel P moins K, quand K est compris entre 1 et P moins 1. Voilà, c'est grâce à ça. Et pourquoi ça c'est vrai? Il suffit de prendre la p-valuation de cet entier-là, et bien c'est la p-valuation ici de ça, moins la p-valuation de ça, et la p-valuation de ça c'est 1, et la p-valuation de là, comme p est premier, c'est facile de voir que c'est 0. Et donc p va diviser, parce qu'il y a une p-valuation strictement positive. Alors, avec le Frobenius, on va avoir un automorphisme de corps qui va nous changer de l'automorphisme bar, hein, dans C, dont on avait un petit peu épuisé les plaisirs. Il faut bien voir qu'un analyste sur R, il s'éclate, mais un algébriste sur R, les extensions finies, elles sont de degré inférieur ou égal à 2, les automorphismes sont d'ordre 2, donc voire se courir après Z et Z bar, ça devient lassant. Donc, là, ça fait plaisir, on a un Frobenius qui va avoir un certain ordre aussi grand qu'on veut, selon le corps. Donc là, c'est quand même un petit régal pour l'algébriste, et ce qui fait que le Frobenius est quand même un objet d'intérêt. Alors, maintenant, pourquoi le Frobenius peut poser problème lors d'une discussion de jury? C'est parce que le Frobenius a plein d'aspects différents, et que en tant que candidat, on a tendance, et c'est ça le problème avec les discussions de jury, c'est qu'on a tendance à focaliser sur un aspect des choses, alors que le jury va nous ouvrir sur d'autres aspects auxquels on n'avait pas anticipé. En effet, le Frobenius, on peut le voir comme une permutation de FQ. On peut le voir comme un automorphisme de FQ. On peut le voir comme un endomorphisme de FQ comme FP, espace vectoriel de dimension n. Donc, à chaque fois qu'on le voit d'une certaine manière, eh bien, ça suggère des questions différentes, hein, auxquelles le candidat n'avait pas forcément pensé. Mais ça, bon, le jury le sait, hein, voilà. Mais regardez quand même. Si f est une permutation, on voit ça comme une permutation d'un ensemble fini. Alors on est amené à se demander quelle est sa décomposition en cycle, quelle est sa signature, au moins. D'accord? Si on regarde ça comme endomorphisme de l'espace FQ, alors FP endomorphisme, parce qu'effectivement, x puissance p sur FP, c'est trivial, hein, d'après Lagrange, ou d'après Fermat même, si vous voulez. Donc, c'est bien un FP endomorphisme. Eh bien, on peut demander quel est son déterminant, quelle est sa trace, quel est son polynôme caractéristique, quelles sont ses valeurs propres, est-ce que c'est diagonalisable dans une extension, est-ce que c'est, oui, comment on dit, semi-simple, quel est le polynôme minimal, non, là c'est dans le genre anxiogène, la décomposition de Frobenius du Frobenius. Vous imaginez, bon, on s'y attend pas, là, le candidat, il explose une lunette. Là. Bon, alors on va attaquer ça, et le bon angle d'attaque, c'est là où on est le plus fort, là où on est le plus riche, c'est la réduction. Hein. C'est certainement pas la théorie des ensembles finie, ça on y viendra après. Donc on va regarder
la réduction, évidemment, la réduction, notre grand point fort, c'est les polynômes annulateurs. Donc on commence par remarquer que f puissance n de x, bah, c'est x puissance p, le tout puissance p n fois, et donc ça fait x puissance p puissance n, et ça fait x, ça on le sait que sur fq, x puissance q est égal à x. Et donc ça veut dire que, donc, comme f puissance n de x égale x, ça veut dire que xn moins 1 est un polynôme annulateur de f. Bon, alors attention, gros piège, hein, c'est un polynôme annulateur. Je vous fais remarquer que fq est de degré n sur fp, donc ça veut dire que fq est de dimension n sur fp, donc ça veut dire que x puissance n moins 1 est un polynôme annulateur du bon degré, quoi, de degré n, la dimension. On a envie de dire que c'est le polynôme caractéristique. C'est faux, hein, en général. Alors attention à cette erreur. Mais là, ça va être vrai, parce que regardez, si le degré d'un polynôme est strictement inférieur à n, alors regardez ce que donnerait p appliqué à l'endomorphisme f sur x. Eh bien, vous allez vous convaincre que ça va être un polynôme de degré p puissance petit p puissance d, hein, à cause de ça. Là, on a un polynôme avec n, on a un polynôme de degré n. Bien là, quand on va prendre un polynôme de degré p, un polynôme de degré d, on va avoir un polynôme en x de degré p puissance d. Ben oui, on va avoir du x puissance p puissance d plus d'autres coefficients plus petits. Supposons que p, par l'absurde, soit polynôme minimal de grand F. Alors ça veut dire que ça, c'est nul pour tout x. Donc ça veut dire qu'on a trouvé un polynôme de degré p puissance d qui annule tout x dans fq. Mais ça voudrait dire que ce polynôme-là, de degré p puissance d, il annule q éléments, c'est-à-dire p puissance n éléments. Bon, on voit bien que c'est impossible, hein, sur un corps, hein, on ne peut pas avoir autant de racines que l'on veut, donc hein, c'est impossible, ce qui veut dire que p ne peut pas annuler f. Voilà. Et donc, moralité, le polynôme minimal de f est forcément de degré égal à n, et comme xn moins 1 annule f, et c'est celui-ci. Et comme par Cayley-Hamilton, μf divise qui f, et qu'ils ont finalement même degré, eh bien, il y a une égalité. Et ça y est, on a trouvé un certain nombre de choses, hein, le polynôme minimal et le polynôme caractéristique en même temps. Bon, pour une première étape, c'est quand même très fort. Alors maintenant, on va récolter quelques petits résultats faciles. Le déterminant de f, puisqu'on a le polynôme caractéristique, on sait qu'au signe près, ici, on a le déterminant. En fait, on a déterminant de f qui va être égal à moins 1 puissance n moins 1 à cause de ça. La trace de f va être nulle, sauf cas exceptionnel. Les valeurs propres de f vont être les racines énièmes de l'unité, puisque voilà. Est-ce que c'est diagonalisable dans une extension? On a le polynôme minimal, donc ça va être diagonalisable si et seulement si le polynôme minimal est scindé simple voilà, dans une extension. Là, on va regarder donc la dérivée du polynôme minimal, et c'est égal à n x puissance n-1. Donc soit p divise n, et dans ce cas-là, la dérivée est nulle, et on a multiplicité des racines, donc c'est pas diagonalisable. Maintenant, si p ne divise pas n, hein, d'accord, quand vous calculez la dérivée, ça va faire n, donc je disais x puissance n-1, ça c'est non nul, et donc ça, ces deux-là, c'est clair qu'ils sont premiers entre eux. Voilà, et donc on va avoir la diagonalisabilité du Frobenius dans une extension.
faut aller chercher les valeurs propres qui sont des racines énièmes de l'unité. Alors maintenant, oui, alors la décomposition de Frobenius de f, quand on connaît la décomposition de Frobenius, c'est pas difficile, c'est-à-dire à partir du moment où le polynôme caractéristique est égal au polynôme minimal, eh bien ça veut dire que f est un endomorphisme qu'on appelle cyclique. Hein. Voilà. Bon, donc c'est terminé. Hein. Ça veut dire donc qu'il va exister une base dans laquelle f va s'écrire comme une matrice compagnon, la matrice compagnon de xn-1. Ou si vous préférez, il existe un x tel que x puissance p carré, etc. Et x puissance p puissance n-1 est une base à n éléments, hein, évidemment, de fq. Bon, voilà, à partir du moment où on a vu la décomposition de Frobenius, ça y est, on a touché le mur, là, on a fini notre affaire. Hein. Et on va pouvoir attaquer l'aspect permutation qui est quand même subtil. Alors, on va regarder donc la signature de f. Pour ça, il y a le théorème de Frobenius-Zolotarev. Bon, il est souvent dans les plans des candidats, il est parfois proposé comme développement. Il est très bien fait dans Objectif Agrégation. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si vous prenez U dans GL d'un corps fini, donc comme c'est le cas pour le Frobenius ici, eh bien, epsilon de U, parce que vous pouvez voir U comme une permutation, et le comparer à la vision de U comme un endomorphisme, un automorphisme. Eh bien, epsilon de U est égal, donc sa signature, c'est égal au résidu quadratique de det de U modulo P. Donc ça, P, c'est la caractéristique. Alors ça, c'est bon, c'est pas très très difficile, mais quand même, c'est un peu subtil. Ça demande de montrer qu'il existe un unique morphisme surjectif de groupe de GL de FQ dans 1-1. Voilà. Alors, cette unicité vient du fait que ici c'est a priori non abélien, ici c'est abélien, donc on peut quotienter, on peut avoir un passage au quotient par le sous-groupe dérivé, donc on a SL, FQ, et du coup il apparaît FQ étoile, et ici il va y avoir une certaine unicité, on sait qu'il va y avoir unicité d'un morphisme de FQ étoile dans 1-1, parce que FQ étoile, il a la bonne idée d'être cyclique. Voilà, un morphisme surjectif. Et on obtient finalement deux morphismes dont on montre qu'ils sont surjectifs. Un morphisme, c'est l'application qui a U dans GL de FQ associe det U modulo P, le résidu quadratique de det U modulo P. On vérifie que c'est bien un morphisme qui est surjectif. Et la signature aussi, dont on vérifie que c'est surjectif, encore une fois, parce que FQ étoile est cyclique. Bon, c'est des choses que je vous laisse regarder tranquillement, parce que, bon, généralement, on connaît à la grecque, à ce niveau-là, Frobenius-Zolotarev. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer ça. Epsilon de f, ça va être le déterminant qu'on a calculé. Ici, c'est -1 puissance n, bon, je mets -1 par coquetterie, résidu modulo p, donc d'après le symbole de Legendre, c'est -1 puissance p-1 sur 2, n-1. Voilà. Curieux, mais c'est comme ça. Bon, alors, là, pour la décomposition en cycle, là c'est quand même un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus chaud. J'ai envie de sortir la carte jamais le premier soir, parce que là c'est quand même un peu dur. Mais je vais vous donner quand même une idée. L'idée principale, c'est que pour comprendre la décomposition en cycle d'un automorphisme de corps, quand il agit sur les racines d'un polynôme, cela revient à décomposer le polynôme
en irréductible sur ce corps. Donc là, le corps de base, c'est Fp. L'ensemble, c'est Fq, mais c'est l'ensemble des racines de xq moins x. Et bon, ça, c'est une vieille idée depuis Galois, finalement. Hein. C'est que comprendre la décomposition en cycle de F, ça va revenir à décomposer ceci, ce polynôme-là, sur Fp. Alors sur Fp, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a x facteur de xq moins 1, et ça, c'est un produit de polynôme cyclotomique, pour k divisant q moins 1, mais attention, ils sont plus irréductibles, parce qu'on est sur Fp. Donc c'est des barres de polynômes cyclotomiques. Voilà. Donc il faut comprendre, tout est dans la compréhension de la décomposition des polynômes cyclotomiques en irréductibles sur Fp. Et ça, bon, voilà, c'est encore autre chose, mais je n'ai pas envie d'aller plus loin. Donc, effectivement, on va s'arrêter là, hein, parce que le but de cette vidéo, c'était que vous ne soyez pas désarçonnés hein, si le jury vous présente un autre aspect imprévu du Frobenius. Hein. Le tout, c'est de bien attaquer le Frobenius avec ce polynôme minimal, et puis tout en découle. Hein, vous voyez les étapes sont assez claires. Et cette partie-là est tout de même assez difficile, demande un esprit théorie de Galois en quelque sorte, hein, du lien entre la décomposition en cycle et la décomposition d'un polynôme en irréductible. Donc, on va s'arrêter là et dormir sur nos deux oreilles.